Mon frère était toujours le préféré, et moi, invisible. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi certaines choses me faisaient si mal. Peut-être que j'étais trop sensible, peut-être que je refusais de voir la vérité. Pourtant, dès mes premiers souvenirs, il y avait cette évidence, Alexandre était le préféré. Toujours lui au centre, toujours lui en lumière, et moi, relégué dans l'ombre. Je me souviens des matins où je m'habillais en silence, choisissant mes vêtements en essayant de ressembler à quelqu'un qui n'existe pas vraiment. Alexandre, lui, descendait les escaliers et recevait des sourires, des compliments sur sa chemise ou ses chaussures neuves. Quand je descendais à mon tour, le silence. Une remarque rapide sur ma tenue, parfois même un simple « ça ira », prononcé avec un détachement glacial. Je me souviens avoir senti, très jeune, que mes parents avaient des yeux différents pour lui et pour moi, comme si leur cœur avait des poids distincts. Les cadeaux étaient un terrain de comparaison constant. À Noël, je me rappelle le frisson de l'attente. Alexandre recevait ce qu'il demandait depuis des semaines. Une petite voiture téléguidée, un livre d'aventure, des jeux que je rêvais de posséder. Moi, je devais me contenter de ce qui restait. Je me souviens d'une année où j'avais demandé un petit carnet de dessins et des crayons de couleur. Je reçus une boîte légèrement ébréchée et des crayons ternes. Alexandre, lui, ouvrait des coffrets flambant neufs, le visage illuminé de bonheur. Je me rappelle avoir regardé ses yeux briller et avoir pleuré en silence dans ma chambre, sans qu'il s'en rende compte. À l'école, ce sentiment ne faisait que croître. Chaque réussite d'Alexandre était fêtée comme un triomphe national. Quand il ramenait une bonne note, les félicitations étaient enthousiastes, les regards admiratifs. Moi, je pouvais obtenir un 19 sur 20 à un devoir, et recevoir un simple « c'est bien ». Cette banalité m'a marqué. Je savais qu'aucun éclat de lumière ne viendrait jamais pour moi. J'ai appris à me taire, à ne pas me réjouir, parce que la joie me semblait toujours voler à lui. Je me souviens de mon 10e anniversaire. J'avais demandé un livre que j'aimais, une édition spéciale avec des illustrations rares. Je l'ai ouvert avec précaution, et à l'intérieur, il manquait des pages. Alexandre, lui, reçut un vélo flambant neuf, exactement celui qu'il avait souhaité. Je me souviens de la boule dans ma gorge, de la colère silencieuse qui bouillonnait en moi, et du sourire que je devais forcer devant mes parents pour ne pas montrer ma déception. Ce jour-là, j'ai compris que le monde semblait choisir ses favoris, et que je n'en faisais pas partie. Adolescente, les comparaisons étaient partout. Alexandre avait toujours droit à des encouragements particuliers, même pour des choses insignifiantes. Quand il jouait au piano ou participait à un tournoi de football, mes parents le couvraient d'éloges, l'emmenaient à des stages, lui achetaient de nouveaux équipements. Moi, je devais me contenter des miettes. Un jour, après une compétition de natation où j'avais gagné une médaille, mes parents m'ont simplement demandé si j'avais pris une douche. Alexandre, le lendemain, recevait un gâteau pour célébrer sa victoire. Je me suis tue. J'ai compris que mes accomplissements, si grands soient-ils, n'étaient jamais assez. Et puis il y avait ces moments plus subtils, ceux qui laissent des traces invisibles mais profondes. Les regards, les gestes, les petits détails. Une main posée sur son épaule avec fierté. Un compliment chuchoté avec chaleur. Un repas préparé selon ses goûts. Toutes ces petites attentions accumulées pendant des années. Elles me rappelaient constamment que je n'étais pas celle qui comptait le plus, même dans les détails les plus infimes. Je me souviens de l'année où nous avons préparé ensemble un spectacle pour l'école. Alexandre devait chanter et moi, j'étais censée accompagner à la guitare. Quand il monta sur scène, tout le monde l'applaudissait avec ferveur. Lorsque mon tour arriva, les applaudissements étaient polis, rapides. Je me souviens de la sensation d'invisibilité, du goût amer dans ma bouche. Ce soir-là, j'ai décidé de ne plus jamais attendre une reconnaissance qui ne viendrait jamais. Adulte, les blessures ont pris d'autres formes. La rancune silencieuse s'est mêlée à un amour inconditionnel et compliqué. Je l'aimais, malgré tout, mais chaque succès d'Alexandre ravivait des cicatrices. Quand il me racontait ses réussites, j'étais heureuse pour lui, mais je ressentais aussi une douleur lancinante, un mélange d'envie et de nostalgie pour l'enfance que je n'avais jamais vécue pleinement. Et puis, il y a eu ce moment où tout a commencé à changer. Alexandre m'a appelé un soir, sans raison particulière, simplement pour me demander comment j'allais. Nous avons parlé longtemps, comme jamais auparavant. Il m'a raconté ses doutes, ses peurs, et la pression qu'il avait ressentie lui aussi pour être « parfait » aux yeux de nos parents. En écoutant sa voix trembler au téléphone, j'ai compris que lui aussi avait souffert, mais d'une autre manière. Nous avons ri, nous avons pleuré, et pour la première fois, j'ai senti que la distance entre nous pouvait se combler. Quelques semaines plus tard, nous nous sommes retrouvés dans ce petit café où nous aimions aller enfant. Je l'ai regardé, et j'ai vu un frère, un compagnon de vie, pas un rival. Je lui ai parlé de mes blessures, de ma rancune silencieuse. Il m'a écouté sans interruption, sans jugement, avec une attention que je n'avais jamais connue. Et là, quelque chose s'est apaisé. Les années de favoritisme, de jalousie étouffée, ne disparaissaient pas, mais elles perdaient leur poids.
Nous avons convenu de marcher ensemble, d'essayer de réparer ce que nous pouvions. Aujourd'hui, quand je repense à notre enfance, je ne ressens plus seulement la douleur ou l'envie. Je vois aussi la complexité de nos histoires, la fragilité de nos parents, les erreurs involontaires. Je vois Alexandre comme il est vraiment, mon frère, celui avec qui j'ai partagé des rires, des peurs, des moments d'ombre et de lumière. Et parfois, quand je ferme les yeux, je me rappelle cette sensation douce amère, mais apaisée, de tenir enfin ma main, et de savoir que nous pouvons avancer ensemble, sans la compétition silencieuse qui a marqué nos jeunes années. Parce qu'au fond, malgré tout, l'amour fraternel ne disparaît jamais complètement. Il se cache dans les silences, il se tisse dans les souvenirs, et il renaît dans les moments où l'on décide de regarder l'autre avec le cœur ouvert. Aujourd'hui, je peux le faire. Aujourd'hui, je peux enfin dire, nous sommes frères et sœurs, et cela suffit.